Voilà, c'est parti, ça enregistre. Alors, je peux pas le... D'accord, ok. Du coup, la programmation dynamique, le problème qu'on regardait, c'était le problème du voyageur de commerce. Alors, le problème du voyageur de commerce, c'est qu'on a un ensemble de villes, on a N villes, qu'on numérote ici C1 à Cn, et on a une distance qui est définie pour chaque couple de villes. Donc, vous avez la distance entre la ville CI et CJ qu'on note D de CI-CJ. Ça, c'est défini pour tous les couples. Et ce qu'on veut trouver, nous, c'est un tour, et un tour de longueur minimum. Un tour, c'est quoi? C'est, de point de vue mathématique, c'est une permutation des villes. Ça, oui, ça veut dire que c'est une permutation des villes, ça veut dire c'est un ordre dans lequel on visite les villes, de la première du tour, qui est notée pi de 1, là, jusqu'à la dernière, pi de n. On les visite dans l'ordre qu'on veut, et à la fin, on doit revenir à la première ville, d'accord? Donc on fait vraiment, on part d'une ville, on fait le tour de toutes les villes, et on revient à la ville de départ. La longueur, c'est quoi? C'est la somme des distances entre deux villes successives. C'est-à-dire, c'est vraiment la longueur de ce tour que vous avez fait de votre point de départ à votre point d'arrivée, qui est le même que le point de départ. Okay. Alors, peut-être un petit exemple. Est-ce que je vais peut-être ajouter une page tac. Peut-être un petit exemple. On refait un petit exemple comme on avait fait. Donc, vous avez vos villes. On peut y penser comme des points dans le plan. Hein. Je vous avais dit, le cadre, il est plus général que ça, mais ça revient à ça, la situation, d'accord? Donc, vous avez vos villes, C1, C2, etc., jusqu'à Cn, et vous devez trouver un tour, c'est-à-dire que vous devez trouver une façon de les visiter. Alors, par exemple, je décide que je pars de celle-là, je vais à celle-là, puis je vais à celle-là, puis peut-être je vais à celle-là, et je vais à celle-là, puis à celle-là, et je reviens à mon point de départ. Okay. Ça, c'est un tour. Je somme la longueur de toutes les portions là, de ce tour, tous les segments dans le cas où j'ai fait, et ça me donne la longueur du tour. Okay. Donc moi, ce que je veux, c'est trouver un tour qui soit de longueur minimum. Et ça, vous voyez que ça dépend de l'ordre dans lequel vous visitez les villes. Par exemple, si j'avais choisi, donc toujours je pars de celle-là, mettons, mais à la place, je vais changer un petit peu. Je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ça, vous voyez que ça a l'air d'être plus court déjà. Okay. Si, ça doit passer par toutes les villes, Nour. Je suis passé par toutes les villes, là. Ah, j'ai oublié CN. Ah oui, autant pour moi. J'ai oublié CN. Eh bien, regarde, ce qu'on va faire, c'est que je le fais disparaître. Voilà. Là, c'est passé par toutes les villes. Ouais, exact. Il manquait CN. Ok. Donc voilà ce que c'est un tour. C'est quelque chose qui visite toutes les villes une et une seule fois et qui revient à son point de départ. Je veux le tour de longueur minimum. Donc ça dépend de l'ordre dans lequel je visite les villes. Une petite remarque que je vais vous faire de suite, même si j'avais prévu de la faire un peu plus tard dans les slides, c'est qu'en fait, vous voyez que vous pouvez choisir le point de départ. D'accord? Donc par exemple, là, je prends mon tour bleu. Okay, mon tour bleu, j'étais parti d'ici. Donc ça, c'est le départ. Et c'était aussi par définition l'arrivée de mon tour. Si j'ai un tour qui part de cette ville-là, je peux toujours choisir un tour, je peux toujours faire le même tour à partir d'une autre ville. C'est-à-dire que le tour bleu, vu qu'il fait tout le tour de toutes les villes, je pourrais aussi bien dire qu'en fait, je change le départ pour dire que je suis parti ici. D'accord ? Je pourrais définir le nouveau départ comme étant ici, je pars d'ici et je suis le même tour qu'avant. Je fais exactement la même chose qu'avant. Donc en fait, le point de départ et d'arrivée du tour n'a pas réellement d'importance. Vu que c'est un tour complet, on peut voir le tour complet comme étant partie du sommet de la ville qu'on veut. D'accord ? Donc ça, c'est un truc qui va avoir une importance pour nous parce que du coup, ça va nous faire une petite simplification. C'est qu'on ne va pas considérer tous les tours avec tous des départs différents. On va fixer le point de départ et on fixe le point de départ arbitrairement. D'accord ? Ça n'a aucune importance. On fixe le point de départ à C1.
Okay. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Oui, parce que le tour que j'ai défini là, qui part de C1 au lieu de partir de celle-là, bien sûr qu'il a la même longueur, d'accord? C'est vraiment le même tour. Donc s'il a la même longueur, moi, du coup, ça ne va pas avoir d'influence sur mon problème qui est de chercher celui qui est de longueur minimum. Je peux quand même fixer le point de départ à la ville que je préfère. Donc on ne va pas aller chercher loin, on va le fixer à C1 dans tous les cas. Je ne vous refais pas la motivation du problème. Sur la comparaison, alors ça, sur la comparaison à l'algo brute force, il y avait un truc qu'on n'avait pas dit très précisément. Donc peut-être ça, je pourrais vous le refaire. C'est comment est-ce qu'on énumère toutes les permutations si on veut vraiment faire l'approche brute force, chercher sur toutes les permutations possibles, c'est-à-dire sur tous les tours possibles, le tour de longueur minimum. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc si vous avez par exemple, la question c'est vous êtes sur un ordre donné, d'accord, une permutation donnée, et vous voulez trouver dans l'énumération la permutation suivante. Donc là, vous avez le choix de définir ce que c'est la permutation suivante, d'accord. Pour nous, on va dire que c'est la permutation suivante dans l'ordre alphabétique. Donc par exemple, si je dis qu'on est comme ça, les dernières villes, les dernières trucs de l'ordre alphabétique, je vais les appeler comme ça. Ok, donc là ça a commencé avant. Peut-être ici il y a un N, un N-1. Ok. Donc comment trouver? Donc ça c'est une d'accord, ça c'est une permutation des villes que j'ai noté comme ça là, de A1 à AN. Comment trouver la suivante dans l'ordre alphabétique? Je vous dis 2 mots de plus de ça. On peut faire comme ça. On peut chercher à partir de la dernière lettre qu'on a dans le mot. Donc c'est un mot ça, hein, d'accord? On peut voir ça comme un mot. C'est un mot où les lettres en fait c'est les villes. Et c'est ça qu'on cherche à énumérer. Et je veux le mot suivant dans l'ordre alphabétique. D'accord. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si c'était les lettres de l'alphabet, j'avais dit la dernière fois, si ça termine par, je ne sais pas, moi, imaginons que vous aviez une série de lettres et puis la fin, c'était Z, Y, X. Okay. Comment est-ce qu'on peut faire pour chercher le mot suivant dans l'ordre alphabétique? On peut faire comme ça. On peut partir de la fin. On peut partir de la fin et chercher la plus longue séquence croissante de lettres. Donc, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, on part de X, X, Y, Z, T, ok. Et là, on s'aperçoit que là, c'est plus croissant. Alors, je me demande si ça va marcher, mon truc là. C'est pour ça que j'ai une petite temps d'hésitation. Euh, Non, ça ne sera pas le suivant dans l'ordre alphabétique, là, ce que je vais vous dire. Ça ne sera pas le suivant. Non, mais du coup, ça ne marche pas, mon truc. Ce que je voulais vous dire, c'était qu'on allait chercher la plus longue séquence croissante à partir de la fin, là, et que quand on trouvait la première lettre qui n'était plus croissante, qui redescendait, on allait réarranger cette partie seulement. Mais en fait, ça, c'est pas forcément le suivant dans l'ordre alphabétique, puisque lui, il n'a pas la lettre qui est suivante dans l'ordre alphabétique. Donc non, ça va pas fonctionner. La lettre suivante, elle serait U, donc il faudrait aller la chercher ailleurs. Donc c'est pas exactement le suivant dans l'ordre alphabétique, mon truc. Alors je sais pas si ça permet quand même de les énumérer dans un autre ordre.
Ouais, non, je sais pas du coup. Je sais pas. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est trouver le mot. C'est trouver le mot qui garde ça fixe, d'accord, qui garde toutes ces, enfin pas ça fixe, mais qui garde toutes ces lettres à la fin, et le réarranger pour que ce soit celui avec ces lettres-là qui finissent et qui soit juste après dans l'ordre alphabétique, mais c'est pas celui qui est juste après dans l'absolu dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que là, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait réinsérer T à sa place parmi toutes ces lettres. Sa place, en l'occurrence, elle est là. Et du coup, on aurait quelque chose qui serait, ensuite je les remets dans l'ordre. Donc les autres, celles qui sont devant, je les remets dans l'ordre. S'il y en a après, là, j'y touche pas. Et je pourrais faire X, Y, Z, T et la suite. Mais ça, en fait, non, ça me paraît pas correct. Ok, laissez tomber, je réfléchirai à ça. Comme quoi, ce problème, il n'est pas tout à fait trivial de savoir comment on les énumère. On les avait comptés, c'est facile à les compter, il y en a factoriel n de ces trucs-là, mais je voulais vous montrer une façon de les énumérer. En fait, j'ai pas assez réfléchi à mon truc, c'est pas une façon de les énumérer que j'allais vous présenter. Donc j'y réfléchirai et on en reparlera dans un prochain CM. Ok, en tout cas, c'était l'approche brute force, c'était ça, c'était d'énumérer toutes les permutations. Comme on a dit, il y en a factoriel n. Et pour une permutation donnée, c'est-à-dire qui me définit un tour, je dois calculer sa longueur. Et ça me prend grand O de n. D'accord ? J'ai juste à suivre le tour et à sommer toutes les distances entre deux villes consécutives sur le tour. D'où la complexité totale qui est n fois factoriel n. Et on avait fait un petit calcul la dernière fois pour comparer la taille de factoriel n à 2 l'exposant n. Et ce qu'on avait trouvé, c'était que, ce qu'on avait dit qu'il faut retenir, c'était que factoriel n, ça a à peu près la même force que n à l'exposant n. Et que du coup, ça, c'est beaucoup plus grand que 2 à l'exposant n. On avait trouvé que, par exemple, si je prends n, un nombre raisonnable de sommets, ne serait-ce que 64 sommets, si je veux résoudre mon problème sur 64 sommets, si je fais l'algo brute force qui va coûter n à l'exposant n, ou si je fais l'algo qu'on va présenter qui va coûter 2 à l'exposant n, le gain de temps, le rapport entre les deux, on avait trouvé que c'était 10 à l'exposant 96, ce qui est énorme. Et on avait commencé à essayer de raccrocher ça à une valeur qu'on comprenne. Et ce que je vous avais proposé, c'était de comparer ça au rapport qu'il y a entre l'échelle atomique, d'accord, la taille d'un atome. La taille d'un atome, du noyau d'un atome, c'est de l'ordre du picomètre. D'accord, picomètre, c'est 10 à l'exposant moins 12. Comparez ça à la taille de l'univers. Donc j'ai refait le calcul précisément et j'ai trouvé que entre les deux, il y avait un rapport de 10 à l'exposant 39. Donc ça veut dire ça, c'est le nombre de noyaux d'atomes que vous devez mettre côte à côte les uns des autres, qui se touchent, pour traverser tout l'univers. Donc vous voyez la différence qu'il y a d'échelle entre l'infiniment petit d'un atome et l'infiniment grand qui est la taille de tout notre univers. Vous savez que notre univers, a priori, il est fini. Et il a une taille qu'on connaît à peu près. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre rapport là, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc ça veut dire c'est comme si vous mettiez un noyau atomique de bout à bout pour traverser l'univers, comme ça, vous les mettez tous côte à côte, et à la fin, chaque noyau atomique que vous avez mis, vous le remplacez par un univers, par l'univers qui est le nôtre. D'accord? Ben ça vous donne 10 à exposant 2 fois 39. On n'est même pas encore au 10 à exposant 96. Vous prenez encore environ 1 milliard de milliards de fois plus de trucs. Donc ce rapport-là, c'est pour dire que ça, c'est énorme, la différence entre les deux, juste pour une instance qui aurait 64 villes. D'accord ? On tombe sur un rapport comme ça de la différence entre n à l'exposant n et 2 à l'exposant n. Ok, donc c'est pour dire que le gain qu'on a de passer de ce truc énorme à ce truc qui est déjà gros, en fait, il est colossal, ce gain. Alors justement, faisons un algo pour résoudre le problème en 2 à l'exposant n. On avait dit, on va utiliser le paradigme de la programmation dynamique. La programmation dynamique, il y a deux façons de voir ce que c'est. D'accord ?
de le voir. Il y a une façon bête. La façon bête, c'est de dire que c'est du remplissage de table. Ça, c'est ce qu'aime bien dire Mike Fellows, qui est le fondateur de la complexité paramétrée, qui est un des domaines algorithmiques les plus en vogue en ce moment et les plus avancés. Il aime bien raconter l'anecdote de celui qui a fondé la programmation dynamique, qui s'appelle Richard Bellman. Richard Bellman, il a fondé la programmation dynamique et Mike Fellows, il s'amusait toujours à dire qu'il n'aurait pas dû appeler ça programmation dynamique, qu'il a appelé ça juste parce qu'il voulait prendre l'argent de la NSF, de la fondation américaine qui donne les fonds pour la recherche, mais qu'en fait, s'il avait voulu prendre un nom qui soit plus fidèle à ce que c'était, il aurait appelé ça remplissage de table, mais c'est un peu moins sexy, il faut le reconnaître. Donc la programmation dynamique, c'est du remplissage de table. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est qu'on va stocker dans une table tous les résultats intermédiaires. Presque tous les résultats intermédiaires. Je devrais mettre des guillemets à tout. Et qu'on va s'en servir pour calculer les résultats plus gros. La façon plus fondamentale de voir ça, parce qu'on peut le présenter de façon un peu bête, de faire ressortir le côté un petit peu bourrin de l'approche, mais en réalité, il y a un truc fondamental là-dedans, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va troquer de l'espace contre du temps. On va payer plus cher en espace pour gagner du temps. D'accord ? C'est ça, en fait, l'idée qu'il y a derrière stocker les résultats intermédiaires, c'est que le temps que j'ai passé à les calculer, je ne vais pas le repayer plus tard dans le calcul. D'accord ? Je vais juste aller lire le résultat dans la table. Bien sûr, ça fait gagner du temps de stocker ces résultats, mais par contre, ça consomme beaucoup d'espace. On va y revenir dans un moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre la programmation dynamique ? Ça marche pas pour tous les problèmes, bien sûr, d'accord ? Comme toutes les techniques algorithmiques qu'on donne, c'est des techniques très générales qu'on peut essayer de mettre en œuvre sur n'importe quel problème, mais ça va pas toujours donner des résultats aussi heureux. C'est-à-dire que ça dépend quand même de la structure du problème. Est-ce que ça se prête ou non à suivre cette tactique algorithmique ? Alors, en l'occurrence, pour la programmation dynamique, ce qu'il nous faut, c'est quand même une façon simple de, à partir des résultats intermédiaires, d'arriver à déduire les résultats qui sont plus gros. Et cette façon simple, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il faut qu'on ait une espèce de formule de récurrence qui nous donne les résultats plus gros en fonction des résultats intermédiaires plus petits qu'on a déjà calculés. Donc l'existence de cette formule, elle dépend du problème. Ça veut dire, pour certains problèmes, elle existe, pour certains problèmes, peut-être, elle n'existe pas. Et il y a quand même aussi des exigences sur cette formule, c'est que quand je dis ça doit être un moyen simple de retrouver les résultats plus gros à partir des résultats intermédiaires, simple, ça veut dire avec peu de temps de calcul. D'accord ? La formule, elle doit nous permettre de calculer presque directement le gros résultat à partir des résultats intermédiaires. Donc ça reste une formule qui doit être simple et qui doit avoir un temps de calcul. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'au moins ce soit polynomial de calculer la formule. En général, c'est bien plus efficace que ça. En général, c'est temps constant ou temps linéaire ou quadratique, mais c'est quelque chose de très efficace, les formules de récurrence qu'on a. Ok. Et la deuxième chose, là, on revient sur l'histoire de l'espace. On est en train d'échanger de l'espace contre du temps, mais pour que ce soit faisable et que ce soit raisonnable, ça veut dire qu'il faut quand même pas trop stocker de résultats intermédiaires. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis des guillemets sur le tous, parce que c'est pas tout à fait vrai qu'on stocke tous les résultats intermédiaires. Justement, il y en a que certains qui comptent. D'accord ? On va se concentrer sur une information qui est limitée à certains
certaines instances. Alors d'ailleurs, c'est pas ce qu'on stocke, c'est pas forcément exactement le résultat du problème sur une plus petite instance. C'est quelque chose qui a un rapport avec le résultat du problème sur une plus petite instance. Et quand je dis c'est quelque chose qui a un rapport, ça veut dire que c'est quelque chose surtout qui doit nous permettre de déduire la même chose sur les trucs plus gros et qui à la fin doit nous permettre de déduire le résultat qui nous intéressait sur le problème. Mais dans ce qu'on stocke dans les trucs intermédiaires, c'est pas forcément exactement la réponse au problème sur des trucs, ça peut être un peu plus subtil. Et donc, où est-ce que se situe le gain par rapport à l'approche brute force? Donc, on va voir que c'est comme ça qu'on passe de n à l'exposant n à 2 à l'exposant n seulement. Ben, c'est que comme on stocke des résultats intermédiaires, on ne perd pas de temps à les recalculer. Ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Et la contrepartie, il y en a une, il ne faut pas rêver. Quand on gagne quelque part, en général, on perd ailleurs. C'est qu'en fait, ça prend beaucoup de temps, d'espace, de stocker ces résultats intermédiaires. C'est pour ça qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on perd en espace pour gagner en temps. Donc, on peut le voir ça comme une manière d'échanger de l'espace contre du temps de calcul, de l'espace de stockage contre du temps de calcul. Ok, donc ça, c'est pour l'idée générale. On va voir comment la mettre en œuvre sur le cas du voyageur de commerce. Donc, comme je vous l'ai fait remarquer, on peut toujours choisir la ville de notre choix pour commencer le tour, avec l'idée que de toute façon, si on trouvait un tour qui soit très bien, qui ait une longueur qui nous plaise, qui est très petite, qui parte de celui-là, on peut toujours en réalité le voir comme un tour qui part de là et qui fait la même chose. Okay. Donc ça me donne la liberté de choisir la ville que je veux comme point de départ. Et nous, on va choisir C1 comme point de départ toujours. Ça va simplement nous éviter de considérer toutes les villes possibles comme point de départ et d'avoir encore plus de choses à stocker, alors qu'en fait c'est inutile, je peux fixer le point de départ et je trouverai toujours, pour n'importe quel tour, je trouverai toujours un tour de même longueur qui part de cette ville. Point de départ fixé toujours. On partira toujours de C1 dans ce qu'on va faire. Alors voilà la chose intermédiaire qu'on va calculer. Et vous allez voir que ce n'est pas exactement la réponse au problème, mais c'est quelque chose qui est très proche de ça. Donc nous, ce qu'on va vouloir calculer, les résultats intermédiaires qu'on va calculer, c'est ça. C'est opt de SCI. Alors, qu'est-ce que c'est opt de SCI? Il faudrait déjà dire ce que c'est S et CI. S, c'est un sous-ensemble quelconque des villes qui est pris parmi C2 jusqu'à Cn. Donc là-dedans, vous voyez qu'en particulier, il n'y a pas C1. D'accord? Pourquoi? Parce que C1, il ne joue pas, lui. C1, c'est toujours le point de départ. Donc là, je regarde un sous-ensemble qui est le sous-ensemble des villes que je vais visiter après le point de départ. Donc c'est un sous-ensemble choisi entre les villes de 2 à n. Et je m'intéresse à une ville CI de ce sous-ensemble. D'accord? Donc je pars de C1 et ce que je vais faire, c'est que je vais visiter, donc là je viens à ce qui est écrit en dessous et je vais vous expliquer ce qu'est le opt qui nous intéresse, le truc optimal qu'on veut calculer comme étape intermédiaire. C'est que donc on fait un tour qui commence en C1, ça c'est ce qu'on a fixé. Il doit parcourir toutes les villes de S, d'accord? Donc on doit parcourir toutes ces villes-là dans un ordre qui est libre, on peut prendre l'ordre qu'on veut, mais on doit par contre finir en CI. Ça, c'est pas optionnel. D'accord? Donc, on commence en C1, on parcourt toutes les villes. Attendez, je regarde ce que j'ai après. Ouais. On commence en C1, on a fixé un ensemble S de villes, et à l'intérieur, on a fixé une ville particulière qu'on a appelée CI. Et nous, ce qu'on est en train de chercher, c'est un tour qui part de C1, qui visite toutes les villes de S, donc ça c'est S, et qui finit en CI. D'accord? Donc ici, départ en C1, arrivée en CI.
et entre-temps, on a visité exactement les villes de S et rien d'autre. D'accord ? Donc c'est ça qu'on s'intéresse à ça qu'on s'intéresse dans la quantité opt S de CI. Et qu'est-ce que c'est le opt ? Ben, c'est qu'on veut le tour, enfin c'est pas un tour d'ailleurs, on veut le circuit qui peut-on avoir CI égale C1 ? Non, on peut pas avoir CI égale C1 parce que regarde, C1 n'appartient pas à l'ensemble dans lequel on choisit l'ensemble S de villes, d'accord ? Donc S ne contient jamais C1 et CI est toujours quelque chose qui est dans S. Donc CI peut pas être égal à C1, pas possible, d'accord ? Donc S, il a été choisi parmi l'ensemble des villes qui sont justement toutes les villes sauf C1. Okay. Mais du coup, notre tour ne sera jamais complet. Alors là, voilà, justement, c'est pas un tour. C'est ce que j'étais en train de dire et j'étais en train de préciser que ça, c'est pas un tour, c'est un chemin, on va dire. D'accord ? C'est un chemin qui part de C1 et qui arrive à CI et qui visite exactement, entre-temps, toutes les villes de S qui sont pas CI. D'accord ? Et nous, on s'intéresse à la longueur de ce chemin. C'est ça, opt. D'accord ? C'est la longueur minimum. C'est marqué la longueur minimum d'un parcours qui satisfait tout ça. Donc moi, je veux savoir, en partant de C1, je veux visiter toutes les villes de S en finissant à CI. Et je veux savoir le chemin de longueur minimum pour faire ça. C'est ça que je veux calculer comme étape intermédiaire. Dans un moment, on va voir quel est le rapport avec le Schmilblick, c'est-à-dire comment, avec toutes ces informations-là, je déduis à la fin la réponse au problème qui m'intéresse, qui est un tour minimum parmi toutes mes villes. Mais vous allez voir, c'est très simple, le rapport entre les deux. Ici, ce qu'on fixe, du coup, c'est un ensemble intermédiaire, la S, de villes qu'on visite. On ne veut pas aller au-delà de ça, et on veut finir en un point particulier de cet ensemble. Et on voudrait calculer opt de S CI pour tous les S, et pour tous les CI dans S. D'accord ? Eh bien, c'est ça l'ensemble des résultats intermédiaires. D'accord ? C'est ça nos résultats intermédiaires qu'on va stocker dans notre algorithme, dans les tables. C'est ça les résultats intermédiaires qu'on stocke. Alors, est-ce que du coup, on va regarder comment est-ce qu'on peut, si on stocke ces résultats intermédiaires, comment est-ce qu'on peut calculer les résultats intermédiaires un peu plus gros jusqu'à arriver à répondre à la fin à notre problème. Peut-être je commence par la fin. Je commence par la fin pour qu'on voit directement le rapport avec le Schmilblick, comme je disais. Imaginez que vous avez calculé opt de SCI pour tous les S et pour tous les CI. Comment, donc pour tous les S de n'importe quelle taille et pour tous les CI inclus dans S. Comment est-ce que vous en déduisez ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire la longueur d'un tour minimum? On le déduit par cette formule. Qu'est-ce que c'est le tour de longueur minimum? Je vais prendre S qui est égal à toutes les villes sauf C1. D'accord? Donc je demande, puisque j'ai déjà tout calculé, pour tous les ensembles S, en particulier, je l'ai calculé pour S égale C2, blablabla, jusqu'à Cn. Donc je demande maintenant, c'est quoi le chemin optimum qui part de C1, qui visite toutes les villes de C2 jusqu'à Cn et qui finit dans la ville CI? Si on a déjà calculé ça, je vais vous montrer dans un moment comment faire, j'ai plus qu'à ajouter la distance de CI à C1 et paf, je suis revenu à mon point de départ C1. Et donc ça, c'est la longueur, d'un tour. Et si je demande maintenant le minimum de ça pour toutes les villes, CI, ben j'ai exactement la réponse à mon problème. Pourquoi? Parce que un tour de longueur minimum, d'accord? Ouais, je vais peut-être devoir refaire des transparents là, mais un tour de longueur minimum qui est parti de C1. Bon, il a visité un certain nombre de trucs, mais un jour, juste avant de revenir à C1, il était quelque part. D'accord? Je vais l'appeler CI, cette ville. Donc, par exemple, on va dire que CI, c'est là-haut. Okay? J'appelle CI la dernière ville visitée là sur un tour minimum qui part de C1. Donc, quand je suis arrivé là, si mon tour il est minimum, ça veut dire que ce que j'ai fait pour arriver à CI, donc je suis parti de C1, j'ai visité toutes les villes
et j'ai fini à CI. Donc ça, c'est exactement la longueur de ce chemin-là. Ben, je l'ai fait de façon minimum, d'accord? Sinon, c'est pas un tour minimum, mon truc. Donc moi, ce que je demande, c'est quoi? Si vous me donnez la dernière ville visitée sur un tour minimum, j'ai qu'à demander, ben, donne-moi le chemin optimal pour aller de C1 à CI en visitant toutes les villes, et j'ai plus qu'à ajouter la partie qui est la partie retour, c'est-à-dire comment je reviens à C1 à partir de CI, c'est la longueur de ce truc-là. D'accord? Du coup, si j'ai toutes ces informations là, si j'ai accès à toutes ces informations de opt de SCI, en particulier, je m'intéresse à l'information lorsque S est toutes les villes et où je peux choisir CI comme je veux. D'accord? Donc ça, c'est si j'ai un tour minimum. Je prends la dernière ville sur le tour. Si moi, je connais pas le tour minimum, ce qui est notre cas, ben, je vais essayer pour toutes les villes. Je vais essayer pour CI ici, je vais essayer pour CJ ici, je vais essayer pour CK ici, et je vais prendre, à chaque fois, je vais demander c'est quoi le chemin minimum qui part de C1, qui visite toutes les villes, qui finit en CJ. D'accord? C'est ça. Avec ici, je remplace CI par CJ. J'ajoute la distance de CJ à C1, et paf, ça me donne la distance d'un tour minimum qui finit par CJ juste avant C1. Et si je fais ça pour tous les CI, CJ, etc., je prends le minimum sur tous ces trucs-là, ben c'est la réponse du minimum à mon problème. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ou est-ce qu'il faut un peu plus l'expliquer? Après, je vais expliquer comment est-ce qu'on calcule les résultats intermédiaires. Là, il y a une formule pour trouver les résultats intermédiaires d'un ensemble de taille S de taille n-1 à partir de l'état. Oui, exactement. Et ça, c'est le cœur du problème, hein, Mehdi. Et je vais revenir sur ça calmement. Là, je voulais juste vous montrer, avant qu'on fasse ce petit calcul technique de comment marche le cœur de la récurrence dans l'algo, qu'on voit pourquoi, si on demandait à l'algorithme de nous calculer pourquoi j'ai plus ah oui non, je suis pas dans le bon truc. Pourquoi si on demandait à l'algorithme de nous calculer toutes ces valeurs là, j'arrivais à en déduire ce qui m'intéresse, qui est la longueur d'un tour minimum. Okay. Donc maintenant, regardons justement la formule de récurrence qui nous permet de calculer le résultat pour des ensembles S de taille n plus 1, enfin on va pas dire n parce que n est déjà pris dans les notations du problème, mais de taille k plus 1 à partir des ensembles S de taille k. Donc tout le monde voit le rapport en tout cas qu'il y a entre ces quantités et le tour minimum qu'on cherche. D'accord? C'est ça que j'essaie de vous expliquer ici. Ça, c'est OK. Ouais. Très bien. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, je vais regarder, est-ce que j'ai une page propre? Non, j'ai plus de page propre. Je vais reprendre celle-là. Page page after. Paf. Voilà. Donc, allons-y maintenant. Intéressons-nous à calculer par la formule de récurrence, à trouver une formule de récurrence pour calculer ces opt de SCI pour tous les S et pour tous les CI. Donc en particulier, moi ce qui va m'intéresser, c'est ce que disait Mehdi, c'est est-ce que j'arrive à, si je connais tous les résultats pour S de taille K, est-ce que j'arrive à en déduire les résultats pour S de taille K plus 1? Alors, commençons doucement. Si S est de taille 1 déjà, est-ce que je suis capable de trouver tous les résultats qui m'intéressent, c'est-à-dire de calculer tous les opt de S de CI pour S de taille 1? Donc si S est de taille 1, déjà S c'est exactement égal à CI. Il n'y a qu'un élément dans S, donc comme CI doit appartenir à S, vous pouvez demander que opt de SCI pour CI qui est l'unique élément de S. Et dans ce cas-là, c'est un tour qui part de C1, qui visite toutes les villes de S qui est réduit à CI, et qui finit en CI, c'est quoi? C'est exactement la distance de C1 à CI. C'est juste un tour, pardon, c'est un chemin qui contient deux villes, et le résultat c'est ça. Ok, donc l'initialisation, pas de problème. Si S est de taille 1, comme c'est ici, j'ai directement la formule de opt S de CI, qui est la distance de C1 à CI, et non pas à CJ. Ok, alors regardons maintenant. Imaginons que j'ai été capable de calculer pour tous les S
d'une taille donnée, d'une taille K. Et maintenant, je m'intéresse à un S qui est un peu plus gros et je voudrais arriver à en déduire le résultat pour ce S qui est de taille K plus 1 à partir de tout ce que je connais pour les S de taille K. Ok, alors on va la formule de récurrence, elle est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu juste avant là pour le cas final. Elle dit que nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir de C1, de visiter toutes les villes de notre S, d'accord, et de finir à un point précis qu'on a fixé qui s'appelle CI. On va dire par exemple que CI, c'est là. Donc moi, je veux faire ça. Je veux trouver le chemin minimum, de longueur minimum, qui part de C1, qui visite toutes les villes de S et qui finit à CI. Et j'ai déjà l'information lorsque S est plus petit que ça. Pour les S de taille 5, je ne connais pas, mais pour les S de taille 4, je connais. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'utiliser ça pour déduire l'information. Donc, si je considère par exemple le S', qui est de taille plus petit que S, d'accord, est-ce que je peux arriver à en déduire l'information pour S? Oui, parce que, encore une fois, comme on a dit, si un tour de longueur minimum qui part, un chemin de longueur minimum qui part de C1 et qui finit en CI, il a forcément une dernière ville qu'il a visitée dans S avant CI. D'accord? Je vais l'appeler, par exemple, CJ. Celle-là. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, en réalité, c'est de trouver le plus petit chemin qui part de C1, qui parcourt toutes les villes de S' jusqu'à CJ. Et une fois que j'ai fait ça, la dernière étape, c'est de sauter de CJ à CI. D'accord? Donc de sauter de CJ à CI, c'est cette quantité-là, d'accord? C'est la distance de CJ à CI que ça va me coûter quand je passe de CJ à CI. Et le reste, ce qui est en bleu, c'est la longueur du chemin qui part de C1, qui visite toutes les villes de S sauf CI. C'est pour ça que là, dans la formule, on a enlevé CI. Ça, c'est S', d'accord? Ce truc-là, là, S privé de CI, ça, c'est S'. Qui visite toutes les villes de S' et qui finit en CJ. Okay? Donc ça, c'est pour un CJ fixé. Donc, comme moi, je ne suis pas sûr de ce qu'est l'optimum, c'est quoi le mieux? C'est de finir sur cette ville-là dans S' ou c'est de finir sur cette ville-là ou peut-être sur celle-là ou peut-être sur celle-là? Eh bien, je l'essaye pour toutes. Je l'essaye pour tous les CJ qui appartiennent à S', d'accord? À S privé de CI. Et je regarde le minimum de ce que j'obtiens pour ces quantités, c'est-à-dire la longueur d'un chemin optimal qui part de C1, qui visite tout S' et qui finit à CJ, plus le dernier saut que je dois faire pour aller de CJ à CI et pour venir à ce qui m'intéresse. Ben ça, c'est exactement ça, la longueur minimum d'un chemin qui part de C1, qui visite tout S et qui finit en CI. En fait, pour faire ça, il doit d'abord visiter tout S', finir quelque part en CJ et ensuite sauter de CJ à CI. C'est ce que dit exactement cette formule. Et du coup, là-dedans, le S', il est de cardinalité exactement S, la cardinalité de S moins 1. Donc ça, c'est la formule que demandait Mehdi, qui est de comment je déduis le résultat pour des S d'une taille donnée à partir des S qui ont une taille 1 de moins. Ben, j'utilise cette formule. Ok, quand on a fait ça, on a résolu le problème. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus qu'à faire l'algo complet et dire, OK, on stocke tous ces résultats dans les tables et quand j'en ai besoin, ben, je viens le lire. Voilà. Donc ça, c'est ça, ma formule de récurrence. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cette formule de récurrence? Est-ce qu'il faut réexpliquer quelque chose là-dedans? Non, on ne retourne pas au point de départ, Corentin, parce que justement, dans le résultat intermédiaire qu'on a choisi de calculer, d'accord, qui est opt de SCI, là,
C'est ça, nos résultats intermédiaires. Peut-être je reviens au transparent d'avant, après je reviendrai à celui-là pour répondre aux questions. Donc d'accord, on s'est fixé de... elle est où la définition? Voilà, elle est là. On s'est fixé de comme résultat intermédiaire, alors c'est là que c'est pas facile à deviner qu'il faut calculer ça, d'accord? C'est ça notre résultat intermédiaire. Et dans la définition du résultat intermédiaire, on ne revient pas au point de départ. Okay, on ne revient pas au point de départ. Ce qu'on demande à connaître, c'est pas la longueur d'un tour, c'est la longueur d'un chemin qui part de C1, parce qu'on a fixé C1 toujours, c'est ça, qui parcourt un ensemble de villes qu'on s'est fixé et qui finit sur un point dans cet ensemble qu'on s'est fixé. Donc c'est pas un chemin qui revient sur lui-même, c'est pas un tour. Mais il se trouve que, et je vous expliquais juste après, comment à partir de ces informations-là, on arrive à en déduire l'information sur le tour minimum qui nous intéresse. En l'occurrence, oui, à quoi on le voit d'ailleurs qu'on ne revient pas à notre point de départ, c'est pour ça que partout dans les formules, je suis obligé d'ajouter ce truc-là. D'accord ? Ces trucs-là, ou celui-là, là, plus généralement celui-là, c'est celui qui fait qu'à la fin, dans le tour minimum, on va revenir en C1. Donc quand j'ai trouvé mon chemin qui va de C1 à CI, ben, j'oublie pas que moi, dans mon tour minimum, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à C1. Donc, j'ajoute la distance de CI à C1. Okay. Donc, dans les résultats intermédiaires, on ne revient pas au point de départ, mais à la fin, nous, quand on calcule la réponse finale au problème, on fait attention à revenir en C1. Pourquoi on doit avoir CJ lié à CI? Il se peut que CJ soit plus proche d'un autre sommet, et donc il ne sera pas lié à CI. Alors, oui, c'est pas vraiment que les villes elles sont liées entre elles. Hein. Les villes sont toutes liées à toutes les autres villes. C'est-à-dire c'est pas vraiment qu'elles sont liées, c'est que pour n'importe quel couple de villes, on a la distance qui est définie. Donc je peux toujours décider d'aller de CJ à CI directement. Ça me coûte une certaine distance, d'accord? Et ça, je peux le faire pour toutes les villes. Donc ici, si vous voulez, si vous imaginez la donnée, je vais le faire de manière plus claire. La donnée, moi, je l'ai représentée comme des points dans un espace métrique, d'accord? Comme ça, c'est clair que pour n'importe quel point que vous choisissez dans n'importe quel couple de points que vous choisissez dans cet espace, vous pouvez toujours définir la distance, d'accord? Si celui-là, c'est CI, celui-là, c'est CJ, j'ai toujours la distance de CI à CJ qui est définie, ok? Une autre façon de le voir, alors il commençait encore à manquer de pages, une autre façon de le voir, c'est de dire que ce qu'on a en fait c'est un graphe complet, d'accord? Donc ce que tu as au départ, c'est tu as la distance qui est définie. Si tu veux le voir comme un graphe, c'est possible, d'accord? Parce que tu parles de villes qui sont liées. Les villes elles sont pas vraiment liées, mais on peut aller de n'importe laquelle à n'importe laquelle directement. Donc en l'occurrence, il faudrait faire un graphe où tout le monde est relié à tout le monde. D'accord ? Bon, là, j'arrive pas à le faire entièrement, mais voilà, on peut considérer que notre donnée de départ, c'est un graphe complet. Donc, tu as toujours toutes les villes qui sont reliées à tout le monde. L'autre partie qu'il y a dans la question que tu poses, enfin moi, l'autre partie que j'y vois, c'est que, en effet, je ne sais pas quelle ville va être la plus avantageuse pour finir avant d'aller à CI. Je ne sais pas si je dois, avant d'aller à CI, si je dois finir sur celle-là ou si je dois finir sur celle-là. C'est pour ça qu'en fait, cette formule-là, en prenant le minimum sur tous les CJ, elle teste toutes les possibilités. Elle dit, bon, de toute façon, c'est pas compliqué, je veux finir en CI, mais avant d'aller à CI, il faut bien que je passe juste avant sur une autre ville. Donc, soit je passe juste avant sur celle-là, et je calcule le meilleur chemin pour venir sur celle-là, plus je fais le saut de CJ à CI, soit je finis sur celle-là, je calcule le meilleur chemin pour finir sur celle-là et je fais le saut de celle-là à CI, soit je finis sur celle-là et je fais le saut à CI, etc. Donc en fait, elle calcule toutes les possibilités CJ de fin, d'accord ? Elle prend le minimum sur toutes les possibilités de fin juste avant d'aller à CI. Est-ce que ça répond à ta question, Anna? Oui. Nour, j'ai vu que tu étais en train de taper. Peut-on voir le déroulement de l'algo sur un petit exemple SVP? Oui, on va le faire après.
D'abord, je vous montre l'algo, l'écriture générale, et ensuite, je vais vous montrer un exemple. Vous allez voir que l'exemple, il n'est pas si petit, parce qu'en fait, on est en train de remplir des énormes tables pour montrer un truc qui veut dire quelque chose. L'exemple, il n'est pas si petit. Mais on va faire l'exemple concrètement sur ce qu'on stocke dans l'algo et comment on fait pour déduire pour les ensembles S de taille K plus 1 à partir des ensembles S de taille K. Je vais le faire juste après vous avoir donné l'algo général. Ok, ben voilà l'algo général. Donc avec ce qu'on a fait là, en fait, on a fini. L'algo, il résume tout ce qu'on vient de dire, dans quel ordre on doit faire les choses. D'abord, initialisation. Pour, si je veux calculer pour les ensembles S de taille 1, c'est facile, on a dit l'optimum là de faire un tour de C1 qui parcourt tout S, quand S est de taille 1 qui finit en CI, ben c'est la distance de C1 à CI. Okay, donc quand l'ensemble S est de taille 1, il n'y a pas de suspense, c'est ce que je veux faire, c'est aller de C1, visiter tout S et finir sur l'unique sommet de S, c'est la distance de C1 à CI. Ok, donc ça c'est pour l'initialisation, ce truc-là, c'est initialiser la table pour tous les S de taille 1. Ensuite, je m'intéresse aux S de taille J, qui sont plus que 1, qui vont de 2 jusqu'à N-1. Pourquoi que jusqu'à N-1? Parce que rappelez-vous de toute façon que S nage uniquement dans l'ensemble des villes à partir de C2 jusqu'à Cn, d'accord? Il n'y a pas C1 là-dedans. Donc la plus grande taille que peut prendre S, c'est N-1. J'ai déjà calculé pour les S de taille 1, je m'intéresse pour les S de taille 2 à N-1. Qu'est-ce que je fais? Je veux calculer, alors je le fais par taille croissante, justement, d'accord? C'est vraiment, je peux déduire pour les ensembles de taille K plus 1 à partir des ensembles de taille K. Donc je le fais pour les tailles croissantes. Ici, j'ai fixé, pour J qui va de 2 à N-1, je vais calculer tous les trucs des tables pour les ensembles S de taille J. Donc ce que je fais, c'est que je considère un par un tous les ensembles S de taille J. Donc là, il faut les énumérer. On avait parlé la dernière fois de comment énumérer tous les sous-ensembles. Donc là, on se restreint à tous les sous-ensembles de taille J. Donc ça, c'est un truc, ça en effet, c'est un truc à énumérer. C'est un peu différent parce qu'il y a une taille fixée, c'est pas tous les sous-ensembles. Et là, on a fixé une taille, c'est-à-dire que dans notre représentation en 0 et en 1, il faut qu'on fixe le nombre de 1. D'accord? Donc on veut toutes les façons de mettre J1 sur les villes là, de C2 à Cn. Donc j'énumère ça, je ne rentre pas dans les détails de ça, et j'énumère tous les ensembles de taille J. Exactement J. Et ce que je fais après, c'est que moi, ce que je veux calculer, c'est pour tous les CI. Je veux calculer opt de SCI. Donc ensuite, pour chaque ensemble que j'ai énuméré, je considère toutes les possibilités de CI qui est dans cet ensemble. Et pour chaque CI qui est dans cet ensemble, je vais m'intéresser à calculer opt de SCI. Et comment je le fais? Je le fais avec la formule de récurrence qu'on vient de dégager. On vient de dire, en fait, le opt de SCI, c'était le minimum pour tous les CJ qui appartiennent à S privé de CI de ce truc-là. Opt de S privé de CI, donc dans l'exemple que je vous ai fait avant, là, j'avais appelé ça S', donc qui parcourt toutes les villes de S sauf CI et qui finissent en CJ, parmi CJ qui appartient à S', plus la distance pour aller de CJ en CI, parce que moi, au départ, ce qui m'intéressait, c'était de finir en CI. Okay, c'est pour ça que je rajoute la distance pour aller de CJ en CI. Donc voilà, la formule de récurrence. Et ce truc-là, du coup, S', il est de cardinal, le cardinal de S, moins 1. Donc là, je vais pouvoir en déduire, si j'ai déjà calculé tous les résultats pour les S de taille J-1, ben je vais pouvoir le calculer pour les S de taille J en utilisant cette formule. Ok, c'est tout. Quand j'ai fini, j'ai le résultat des opt de SCI pour tous les S inclus dans C2, Cn et tous les CI inclus dans S. D'accord? Une fois que j'ai calculé tout ça, je peux déduire la réponse au problème qui nous intéresse, c'est-à-dire le tour de longueur minimum en
en prenant le minimum là, de toutes ces quantités. Qu'est-ce que c'est ces quantités? C'est dire, c'est un tour qui visite S est égal à toutes les villes et qui finit sur la ville CI. Puis quand il a fini sur la ville CI, il saute de CI à C1 parce que moi je veux boucler le tour. Et qu'est-ce que je fais? J'essaye toutes les villes CI possibles et je prends le minimum sur toutes les villes CI possibles. D'accord? Ok. Donc là, ça, c'est exactement le tour de longueur minimum. Avec l'idée que, avant de revenir à C1, le tour de longueur minimum, il faut bien qu'il passe par une dernière ville. Ben, j'appelle CI et j'essaye toutes les possibilités pour CI. Comme j'ai déjà calculé le chemin minimum qui va de C1 jusqu'à CI en visitant toutes les villes de l'ensemble S, ça c'est ce qu'on a calculé avant dans l'algorithme là, comme j'ai tous ces opts de SCI là, eh ben c'est bon, je peux en déduire, et j'ai toute l'information qu'il me faut pour en déduire le tour minimum. Ok, question sur l'algorithme général avant qu'on voit un exemple? Pas de question de Léo en tout cas. C'est bon. Donc on peut faire un exemple et de toute façon si vous avez une question qui vous vient, vous la posez. On est en haut de n cube du coup. Non, alors je vois pas où est-ce qu'on est en haut de n cube. Ah oui, si, je vois où est-ce que tu vois le n cube. Non, c'est mais il n'y a pas de n cube parce que regarde, c'est pas juste pour les j de 2 à n. Pour les j de 2 à n, tu dois faire tous les ensembles. Donc en fait, on va être, c'est ça qui prend n carré. On va en parler après de la complexité de l'algorithme, mais c'est ça qui prend n carré. Donc je pense que c'est pour ça que tu vois pointer du n cube et toi tu te dis on le fait pour tous les j, donc ça va faire n cube. Oui, mais en fait pour tous les j, regarde, il y a quand même le pour tous les s. C'est ça qui prend le plus de temps. Et le pour tous les s, lui, c'est pas n, c'est 2 l'exposant n. Donc en fait, on va être en n carré fois 2 à l'exposant n, quelque chose comme ça. On parle de la complexité juste après. D'abord, je veux qu'on voit un exemple concret de comment ça se passe, cette histoire de remplissage de table dans l'algorithme. Alors, pour ça, je vais faire pas un new page keep background, je vais faire un new page after. Paf, c'est pas ça que je veux. Paper style, je voudrais un graphe. Voilà, comme ça. Ok, alors je l'avais préparé un exemple, je vais rejeter un œil. Voilà. Pour voir à quoi il ressemble. Ok. Alors, allons-y. Donc, je vous fais un exemple de table et d'exécution de l'algo. Alors, ça reste quand même un exemple un peu, un peu abstrait, mais on va essayer quand même de rendre les choses les plus concrètes possibles. Donc, mettons que j'ai déjà calculé pour tous les sous-ensembles S d'une certaine taille, d'accord? Mettons que j'ai calculé, par exemple, pour les ensembles S qui sont de taille J. Okay. Donc, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai une table qui ressemble à ça. Je vous fais l'exemple avec J égale 4. J'ai une table qui ressemble à ça.
Ok, vous la voyez cette table, ouais. C'est plus le chat là, oui. Ok. C'est pas ça, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans cette table? Ben, on a justement une entrée. Donc là, sur les indices de colonnes, j'ai une entrée pour chaque sous-ensemble S de taille J. D'accord? Rappelez-vous, c'est pour les S qui sont inclus dans C2 jusqu'à Cn et S de taille J. Donc j'ai une entrée pour tous les sous-ensembles de taille J. Donc ici, la hauteur là, de ma matrice, ça va être exactement J. Parce que dans cet ensemble S, j'ai J éléments. Okay. Et qu'est-ce que je stocke dans une case ici? Dans une case de S, donc là par exemple ça va être S, on va dire il est comme ça. Donc S, on va faire l'exemple où S contient, je sais pas moi, C3, C5, C9, pas beau ce 9. C9 et puis C12. Okay. Donc cette case ici, donc ici, elle va correspondre à C3. Celle-là, elle va correspondre à C5. Celle-là à C9 et celle-là à C12. Et qu'est-ce que je stocke moi dans une de ces cases? Je stocke ce qu'on a dit qui était notre résultat intermédiaire, c'est-à-dire je stocke opt de S, dans cette case-là, C9. D'accord? C'est ça qui est stocké dans chacune des cases. Ici, vous avez opt de SC9, ici, vous avez opt de SC5, opt de SC3, et ici, opt de SC12. Ok, donc on a ça. Donc combien est-ce qu'il y en a en particulier? Combien est-ce qu'il y a de colonnes là dans cette table? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Combien de colonnes dans la table? Donc de lignes, on a dit des lignes, il y en a. J'arrive pas à faire ce que je veux là. Des lignes, il y en a J, d'accord? Je l'ai marqué sur le côté, mais là des colonnes. Combien il y en a des colonnes? Autant que d'ensembles de taille J. En effet. Et il y a combien d'ensembles de taille J pris parmi n-1 éléments, puisque je prends de C2 à Cn? Il n'y en a pas J factoriel, non? C'est des sous-ensembles, c'est pas des permutations, là. L'ordre ne compte pas dans l'ensemble S. De l'exposant J, pas tout à fait. Parce que 2 exposant J, c'est le nombre de sous-ensembles pris parmi J éléments. Mais là-dedans, ils ne sont pas tous J. Hein, ils font toutes les tailles possibles de 0 à J. Oui, c'est ça, Mélie. Il y en a le nombre de façons de choisir J éléments pris parmi N. Moins 1, pardon. Parce que là, on joue entre les villes de 2 à N, donc il y a N-1 éléments. Okay, donc c'est le nombre de combinaisons de J pris parmi N-1. C'est ce que dit David aussi. Donc voilà la taille de cette table. Donc la taille de cette table, elle est quand même assez énorme, d'accord? Par contre, dans chacun des sous-ensembles S, il y a exactement 4 élém'. Alors remarquez que c'est pas tous les 4 mêmes, d'accord? Donc ici, c'est pour ça que j'ai dit la case, elle correspond. Si vous prenez un S' qui est différent, mais ici, ça va être autre chose que, tu vois, par exemple, ça va être, je sais pas moi, ça va être C2, C4. C5 et puis C6 par exemple, d'accord? Ça c'est un S' possible. Donc ils ne correspondent pas tous aux mêmes éléments, mais il y a une entrée pour chacun des éléments qui se trouvent dans S. Okay? Donc nous concrètement dans la table, c'est une entrée pour le premier élément, une entrée pour le deuxième élément, pour le troisième élément, etc. Donc on peut l'indicer. La table ici, là, les lignes, elles sont indicées non pas par le nom de la ville, mais par le rang de la ville dans le sous-ensemble S qu'on considère. Ok, donc c'est ça, c'est ce qu'on a à disposition, c'est ce qu'on a déjà calculé, on a déjà calculé ça pour tous les S de taille J. Maintenant, je veux le calculer
pour tous les S de taille J plus 1. D'accord ? Donc, ce que je veux remplir, au final, c'est une nouvelle table qui est un peu plus grosse et qui va avoir, en l'occurrence, 5 lignes. D'accord ? Donc, cette fois, je prends J égale 5. Donc, ici, ça sera J plus 1. Du coup, la table, elle va être a priori, alors ça dépend de où on se trouve dans les J, mais elle va être a priori encore plus grosse que celle à la taille J. D'accord ? C'est pas toujours vrai ça, ça dépend de comment est situé J par rapport à n-1, s'il est avant la moitié de n-1 ou après la moitié de n-1. Ça croît jusqu'à la moitié de n-1 et puis après ça décroît, les nombres de combinaison. Ok, donc on se retrouve encore avec une table comme ça, dans laquelle on va vouloir calculer tout ce qu'il y a stocké dans cette table. C'est-à-dire que moi, là, je m'intéresse à un ensemble que je vais appeler comment ? J'ai tellement pris de noms déjà pour les appeler. Ben, je vais l'appeler S seconde et je voudrais calculer pour un ensemble S seconde de taille 5 et une ville qu'il contient. Par exemple, je vais l'appeler C. J'ai rien pris encore, je vais l'appeler CI. Je voudrais calculer opt de SCI. Okay. Donc, opt de SCI, petit dessin, rappelez-vous ce que c'est. C'est je pars de C1, je vais visiter toutes les villes de S pour finir en CI. Et dans S, il y a 5 villes. Okay. Comment je vais calculer ça ? Je vais aller voir dans la table des ensembles de taille J. En l'occurrence, l'ensemble de taille J qui m'intéresse, il n'y en a qu'un. C'est celui-là. Bon, lui, je vais l'appeler. Ben tiens, justement, je vais l'appeler S'. Je vais l'appeler S' et on va dire que c'est lui là. D'accord ? Je vais l'appeler S' et du coup, S', on va dire qu'il contient C2, C4, C5 et C6. Voilà. Et je vais aller demander pour chacune de ces villes, je vais dire c'est quoi le tour optimal. Alors par exemple, je le fais pour ces 5 là, d'accord ? Je le fais pour cette case-là. Cette case-là, l'information que j'ai là-dedans, c'est donc opt de S' C5. Et ça, c'est quoi le sens de opt de S' C5 ? C'est quoi le plus petit chemin qui part de C1, qui visite toutes les villes de S' et qui finit à C5. D'accord ? Ça, c'est opt S' C5. Et ensuite, si moi je veux finir à CI, je vais rajouter la distance de C5 à CI, plus la distance de C5 à CI. Voilà. Ben, cette quantité-là, opt de S' C5 plus la distance de C5 à CI, c'est le plus petit chemin qui part de C1, qui visite tout ça, qui finit à CI, et qui est passé à C5 juste avant. Je fais ça pour C5, pour C6, pour C4, pour C2, et je prends le minimum, et c'est exactement ce que je mets là-dedans. Okay. Donc là, j'ai le truc. À chaque fois, j'ajoute la distance de C6 à CI. Là, j'ajoute à ce que je trouve dans la case la distance de C5 à CI. C'est l'exemple que j'ai fait juste au-dessus. Ici, j'ajoute la distance de C4 à CI. J'ajoute la distance de C2 à CI. Et je prends le minimum parmi tout ça. Okay, je prends le minimum parmi tout ça. Et c'est ça que je viens écrire là. Donc, parmi tous ces trucs-là, ce que je trouve dans la case plus la distance que j'ajoute, je prends le min. Et ce min, je viens le mettre ici. C'est exactement opt de SCI. Donc, c'est comme ça que je remplis une case de la table. C'est en allant visiter toute une colonne
de la table précédente en ajoutant à chaque fois la distance de la ville qui correspond à cette case jusqu'à CI, la ville qui m'intéresse ici, et je prends le minimum sur toute la colonne, sur tout ce que j'ai calculé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on remplit la table. Donc vous voyez que c'est quand même assez lourd comme espace, d'accord, ce qu'on stocke. Il y a beaucoup de choses. Les tables, elles sont très grosses et à chaque fois, on a une table pour chaque taille de sous-ensemble et on prend toutes les tailles de sous-ensemble de 2 à n-1. Donc là, c'est comment passer des sous-ensembles de taille J vers les sous-ensembles de taille J plus 1. Est-ce que ça vous a un peu éclairé d'avoir fait ça concrètement dans la table? Est-ce que vous voyez mieux comment ça se passe ou est-ce que vous avez encore des questions sur ça? Pourquoi on a autant de lignes? Alors attendez, des lignes, il n'y en a pas beaucoup de lignes. Hein. Des lignes, il y en a J. Donc là, toi, ce qu'il y en a beaucoup, c'est des colonnes. Okay. Ça, par exemple, c'est une ligne. Il y en a 1, 2, 3, 4. On est d'accord? Mais donc dans le premier tableau des lignes, il y en a 4. Dans le deuxième tableau, il y en a 5. Donc je ne vois pas pourquoi tu veux dire autant. Qu'est-ce que c'est le problème? Attendez, il faut que je branche mon ordinateur sur le secteur. Je vais reprendre vos questions. Je ne comprends pas bien. Alors, laissez-moi clarifier un truc. Donc, dans cette matrice-là, dans la première matrice-là, il y a J lignes et il y a CJN-1 colonnes. Donc, qu'est-ce que c'est qui t'inquiète, Baptiste? C'est qu'il y ait trop de quoi? Qu'est-ce que c'est que tu vois pas? Tu vois pas le sens de quel truc? Des lignes ou des colonnes? On n'est pas censé stocker comme valeur. Donc les lignes, elles correspondent. Pourquoi est-ce qu'il y a J lignes? Parce que les ensembles S qu'on considère là, ils ont J éléments. Donc il y a une ligne, il y a une case dans cette colonne, il y a une case par élément. Donc une ligne par élément. C'est-à-dire qu'on a les opt S de CI, opt S de CJ pour tous les CI, CJ, etc. qui appartiennent à S. Donc ils en ont tous le même nombre. Par contre, chaque ligne ne représente pas la même ville pour chacun des ensembles, d'accord? Pour un ensemble S, ça va être C3, C5, C9, C12. Pour un autre ensemble S', ça va être C2, C4, C5, C6, par exemple. OK pour ça? D'accord, ça marche. Alors justement, mais revenons sur la complexité qu'un de vos camarades a déjà pointé. La complexité dans cet algo, elle est faite par deux choses. Revenons peut-être sur la ligne de l'algo. Ici, on va faire, bon ça coûte pas grand-chose, ça, hein. Ça coûte grand taux de n. Bon, je fais une initialisation pour i de 2 à n. Ensuite, là, le cœur du truc, c'est quand même de calculer la formule de récurrence. Donc là, c'est là qu'elle est calculée, la formule de récurrence, les lignes 6 à 8. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Pour un ensemble S de taille J, je dois faire un truc pour chacun des ensembles qui contient. Donc ça, je vais prendre une autre couleur parce que là, on n'y voit plus rien. Ouais, peut-être même je prends une nouvelle page. Attendez. Page. Ouais, on va le faire comme ça. Ça sera quand même plus joli. Donc tout ça, on a dit ça coûte grand taux de n. On fait n fois une initialisation de base. Ici,
ce qui nous intéresse, c'est savoir la complexité de calculer ça. Et ça, pour un sous-ensemble de taille J, je dois le faire pour chacun de ces éléments. Donc cette boucle interne-là, je la fais J fois. J fois, et dans la boucle, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui coûte cher, c'est de calculer le min. Okay, ce truc-là, là, c'est en temps constant. Okay, bien sûr, je le fais en grand taux de 1, c'est juste aller lire une case d'un tableau et lui ajouter un nombre. Je le fais en grand taux de 1. Par contre, je dois faire le min. Donc ça veut dire que je dois le calculer pour tous les CJ qui appartiennent à S privé de CI. Donc là, en l'occurrence, il y en a quand même J-1 à calculer. Okay, donc ça me fait au total J fois J-1. J fois J-1, calcul de temps constant à faire. Donc ce truc-là, on va dire, ça coûte grand taux de J carré. D'accord, J fois J-1, c'est pareil que J carré. Donc ce truc-là, ça coûte grand taux de J carré. Ok. Et je dois le faire combien de fois? Bon, donc là, j'ai changé, c'est peut-être pas très heureux, mais j'ai changé le K par J. Okay, j'ai dit qu'ils sont de taille K, ça coûte 40 taux de K carré. Combien il y a d'ensembles S à considérer? Eh bien, regardons. Il y en a combien? C'est pour tous les S, pris parmi n-1 éléments. Donc, il y en a des ensembles S, il y en a 2 à l'exposant n-1, et en fait, si je suis rigoureux, j'ai pas pris les ensembles S de taille 1, ni les ensembles S de taille 0. Donc, en fait, là, il faut que j'enlève n. Il y en a n-1 de taille 1 et il y en a 1 de taille 0. Donc, c'est 2 à l'exposant n-1 moins n. D'accord? Parce que je considère tous les sous-ensembles S possibles là-dedans. Alors, bien sûr, je commence par le faire pour les ensembles de taille J, mais comme je vais le faire pour tous les J, je veux dire qu'on est vraiment passé sur tous les sous-ensembles S de C2, Cn. Donc, la réponse, c'est C2. Combien il y en a? C'est C2 moins n. J'ai dit moins 1, ça c'est faux, ça. Il n'y a pas moins 1 parce qu'on enlève aussi l'ensemble vide. Donc, la bonne réponse, c'est qu'il y a 2 exposants n moins 1 moins n. Bon, mais c'est pour s'amuser à les compter comme il faut. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? C'est que ça, c'est de l'ordre de 2 à l'exposant n. Donc, au final, la complexité totale de l'algo, elle va faire pour chaque sous-ensemble, elle fait un truc qui est dans le carré de la taille du sous-ensemble, et il y a 2 à l'exposant n sous-ensemble. Donc, si je le fais vraiment pire des cas, je change mon k carré en n carré, et en vrai, ça paraît un petit peu grossier de changer le k carré en n carré, mais en vrai, c'est vraiment, il y a vraiment des ensembles un jour qui vont être de taille n, d'accord? Donc à ce moment-là, le k carré vaudra vraiment n carré. Donc voilà la complexité de l'algo, c'est grand taux de n carré fois 2 l'exposant n. Comme nous, dans ces cas-là, quand il y a des exponentielles, on se moque un peu des polynômes, on l'écrit aussi grand taux étoile de 2 l'exposant n, avec le sens que grand taux étoile, ça veut dire, là, ici, il y a des polynômes multiplicateurs que je n'ai pas considérés, mais en l'occurrence, ici, le polynôme, c'est un n carré. Donc voilà la complexité de l'algo, et comme on l'avait expliqué, ça c'est beaucoup mieux que grand taux de factoriel n qui se comporte comme un peu n à l'exposant n. Je reviens pas là-dessus. Je voudrais juste revenir sur un truc qui me semble pas très juste dans l'analyse de complexité. Juste, c'est pas que c'est faux, c'est que il me semble qu'on pourrait la faire mieux quand même dans le pire des cas. Pourquoi? Parce que pardon. Non. C'est pas sur la complexité temporelle, c'est sur la complexité spatiale. Sur la complexité spatiale, donc du coup, quelle taille ça prend notre truc? Dans tous mes tableaux, j'ai une case opt SCI pour chaque couple SCI. Donc j'ai combien de S? On a dit 2 à l'exposant n-1, d'accord, de sous-ensemble S, il y en a 2 à l'exposant n-1, et des CI, combien j'en ai au plus? J'en ai au plus n, d'accord, au plus la taille de S en vrai. Donc j'en ai au plus n fois 2 à l'exposant n-1. Donc la complexité spatiale, elle est assez mauvaise, d'accord. Elle est en grand taux de n fois 2 à l'exposant n. Mais quand je dis ça, en fait, je néglige un peu un truc. C'est qu'en réalité, vous avez vu que ma formule de récurrence qui me permet de déduire ce que je veux pour tous les sous-ensembles de taille J,
en réalité, elle n'utilise que les sous-ensembles de taille J-1. Je peux oublier tous les tableaux que j'avais stockés pour J-2, J-3, etc. Et à la fin, c'est vrai, c'est pareil. À la fin, moi, pour déduire le tour minimum, je m'intéresse qu'à un truc. Je m'intéresse au sous-ensemble S, qui est à un seul sous-ensemble S, qui est quand j'ai tout le monde dedans. D'accord? Donc à la fin, mon dernier tableau, il a une seule case. Enfin, il a pas une seule case, non. Il a une seule colonne. À la fin, mon dernier tableau, il est comme ça. Il est S égale C2 jusqu'à Cn, tout le monde, j'ai pris tout le monde, sauf C1 qui ne joue pas, et j'ai une case pour C2, une case pour C3, une case pour C4, etc., jusqu'à une case pour Cn. D'accord ? Et à ce moment-là, moi, je m'intéresse qu'à cette information. Pour déduire mon tour minimum, j'ai besoin que de ce tableau-là, de cette ligne. D'ailleurs, d'accord, on fait comme d'habitude, on prend la distance entre C2 et C1, on ajoute ici la distance entre C3 et C1, et on prend le minimum sur tout ça. Donc, tous les autres tableaux intermédiaires que j'ai calculés au cours de l'algorithme, je m'en moque complètement. Donc, en fait, ça veut dire que je peux les jeter. À chaque instant, je peux garder uniquement le tableau de taille J que je suis en train de construire, que je suis en train de remplir, et le tableau de taille J-1 dont je me sers, enfin pas c'est pas la taille, mais la J-1 ligne, dont je me sers pour construire celui de taille J. Donc en fait, ça fait moins d'espace. Ça fait pas tous les sous-ensembles. En fait, à chaque instant, j'ai besoin de stocker l'information que pour les sous-ensembles de taille J et de taille J-1. Alors, est-ce que ça fait gagner? Est-ce que je vais arriver à exprimer la complexité autrement que O de n à l'exposant de n? Est-ce que si je fais cette analyse plus fine, d'accord, en remarquant que je peux jeter les tableaux intermédiaires, j'ai besoin que du tableau d'avant, est-ce que je gagne en complexité spatiale? Oui, vous pensez? Alors, moi, je pense que non. Je vois que ça tape, donc je vous laisse taper, savoir ce que vous en pensez. Non, car on a dû créer les autres tableaux pour avoir la table finale, non? Non, c'est pas ça le problème, Maxime, parce que si tu les as créés mais que tu les jettes, tu regardes tu en auras jamais plus de 2 à la fois. Tu auras jamais plus de le tableau de taille pour les trucs de taille J et pour les trucs de taille J+1. Une fois que tu vas commencer le calcul de taille J+2, hop, immédiatement tu libères l'espace du tableau de taille J. Et tu te retrouves avec que le tableau de taille J+1 plus le nouvel espace que tu réserves pour J+2. Donc à chaque instant, tu vas vraiment avoir que deux tableaux qui t'intéressent. Ouais, je crois que là, Mehdi, tu es... Ah, on regarde pas ce qu'on a fait avant. Non, c'est ça que j'ai expliqué là. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, dans les formules de récurrence, regardez, je la reprends, la formule de récurrence. Ici, ça ne dépend que des sous-ensembles de taille 1 de moins. C'est la même chose que ce que j'ai fait dans mon tableau. Là, pour construire le tableau J+1, je me suis intéressé qu'au tableau de taille J. Donc non, on ne les garde pas, ce qu'il y a avant. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'on peut peut-être gagner. Et il me semble que Mehdi a vu pourquoi en fait ça faisait pas gagner. C'est-à-dire qu'au pire moment de l'algo, il faut voir quand c'est le pire moment de l'algo. C'est quand il est le plus gros, le tableau. Le tableau, il a le nombre de colonnes, c'est Jn-1, on a dit. C'est quand que ça, c'est le plus gros. Je vous ai dit, il y a les nombres de combinaisons, c'est croissant jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à J qui vaut la moitié de n-1 là, dans ce cas-là, et après ça décroît. Donc en fait, le plus gros, c'est pour J qui est égal à n-1 sur 2. Okay, ouais, c'est là qu'il est le plus gros. Et quand J est égal à n-1 sur 2, donc
on va dire, je vais enlever le n-1, hein, je vais juste le faire de manière générale. Choisir n sur 2 éléments parmi n, ça, en fait, c'est à peu près de l'ordre de 2 à l'exposant n. Si j'oublie constante, ok. C'est un θ, on va dire, de 2 à l'exposant n. D'accord. Donc en fait, on dirait qu'on gagne, mais en fait, on ne gagne pas parce que le plus gros tableau qu'on a à stocker, il est quand même vraiment de taille 2 à l'exposant n à une constante multiplicative près. Ça doit être la moitié de 2 à l'exposant n ou un truc comme ça. Mais en fait, le nombre de combinaisons du milieu, c'est ça qui est remarquable, c'est que le nombre de combinaisons du milieu, il est à peu près aussi gros que la somme de tous les nombres de combinaisons. La somme de tous les nombres de combinaisons, c'est 2 exposant n, mais le nombre de combinaisons du milieu aussi, il est de l'ordre de 2 exposant n. Donc au pire moment, j'aurai quand même à stocker 2 tableaux qui seront tous les deux de l'ordre de 2 exposant n à des constantes près. Donc en fait, en faisant ça, je ne gagne rien sur l'analyse asymptotique de complexité. Et du coup, c'est pareil pour le temporel. D'accord, je vous dis, j'ai changé le k en n carré, mais quand en fait k vaut n sur 2, on a le pire cas, c'est-à-dire qu'on est quand même de l'ordre de 2 exposant n, et on est de l'ordre de n sur 2 au carré, c'est-à-dire n au carré. Ok. Donc pour j égale n sur 2, ça fait quand même quelque chose de l'ordre de l'exposant n. Du coup, on ne gagne pas vraiment de place. Au pire de l'algo, on est vraiment dans ce truc-là. D'accord. On a quelque chose de l'ordre de n fois 2 à l'exposant n. D'accord. Parce que n, c'est le nombre de lignes. Alors là, en vrai, ce sera n sur 2, puisqu'on a dit c'est au milieu, que c'est le pire. Mais on aura vraiment quelque chose de ce truc-là. Et ça, en fait, c'est un peu trop gros. Donc là, on retrouve le fait que la programmation dynamique permet de gagner du temps en consommant de l'espace. Mais en fait, ça consomme beaucoup d'espace. Et ça, c'est une limite, parce que l'espace, c'est aussi une quantité critique dans les ordinateurs, au moins autant que le temps. D'accord. Au moins autant que le temps, parce que votre RAM, elle est finie, et votre disque aussi. Alors le disque, en fait, si on s'en sert, vous savez que ça plombe le temps d'accès aux données. Il faut toujours rester dans la RAM. Et en fait, la RAM, elle est très limitée. Donc là, faisons une petite application numérique pour finir. Justement, moi, on va dire, j'ai des gigas de RAM. Moi, j'ai 16 gigas ou un truc comme ça. Donc des gigas, ça doit être, si je me trompe pas, c'est 10 à l'exposant 9. J'en ai 16, donc 10 à l'exposant 9. Vous vous rappelez, 10 à l'exposant 3, c'est 2 à l'exposant 10. Donc ça, c'est égal à 2 à l'exposant 30. Et moi, j'ai 16 gigas. Donc on va dire, j'ai 2 à l'exposant 34 de place en mémoire. D'accord? Et nous, on vient de faire un truc. Dont la complexité, c'est environ 2 à l'exposant n. Donc, je peux traiter des graphes, je peux traiter des instances de quelle taille en les gardant dans ma RAM. L'instance max que je peux espérer traiter, elle a combien de villes? Ben, 34. Ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Là, on est sur des problèmes où on n'est pas capable de pousser très loin quand même les limites de calcul. Je peux répondre à la question sur 34 villes, c'est déjà pas mal, hein, parce que calculer à la main, je vous le dis, sur 34 points, vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout intuitif de trouver un tour minimum. Donc c'est déjà pas mal, mais on n'est pas quand même sur des gros problèmes. À l'échelle industrielle, peut-être on voudrait monter ces constantes un peu plus loin. Ok, c'est pas grave, j'ai du temps, j'ai beaucoup de temps. Et je vais stocker le graphe sur le disque. Parce que ce qui est bien, c'est que sur mon disque, j'ai pas des gigas, j'ai des téras. Donc des téras, c'est combien? C'est 2 à l'exposant 40. Donc je stocke sur le disque, je prends un facteur 100 temporel sur les accès à mes données, puisque quand j'accède au disque, vous savez qu'en pratique, c'est 10, 100 fois plus lent que accéder à la RAM. C'est catastrophique. Mais au moins, j'aurai plus de place. Je vais traiter des graphes de taille combien? Pas des graphes, des ensembles de villes de taille combien? Avec mon téra de données. Eh oui, 40, Nils. Bien vu. Je vais passer à 40 en prenant tout mon disque et en faisant un calcul qui va ramer comme c'est pas permis. Donc vous voyez quand même que la question de la complexité, elle n'est pas anodine. D'accord?
la complexité, par exemple, exponentielle, comme on vient d'obtenir, vous voyez que ça limite extrêmement les calculs qu'on peut faire, d'accord ? Donc au moins, j'espère que ça vous sensibilise à ça, c'est que la question de quelle complexité ça prend, en fait, ça a un impact mais dramatique sur les tailles de problèmes que vous pouvez résoudre. Jusqu'à maintenant, là, quand on faisait nos histoires de coupe minimum probabiliste, on s'attaquait à des graphes de dizaines de milliers de sommets, voire peut-être un peu plus, centaines de milliers. Là, on arrive, on vient de tomber à 40 quand même, hein, juste pour une question de difficulté de calcul du problème. Donc comme quoi, c'est important, ces notions. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure, et on reprend pour les TP. Donc c'est le groupe, on a dit, A et D. Regardez bien sur la page de l'UE dans quel salon vous devez aller, et pensez que les bleus, aujourd'hui, à la fin de la séance, vous déposez votre fichier sur Thomus. Vous pouvez rester connecté à BBB parce que je vais faire des explications générales pour tout le monde, en plus des interactions que vous allez chacun avoir avec votre chargé de TP dans le salon qui est dédié sur le chat. Il va vous discuter avec vous sur le chat, et pas seulement, vous allez pouvoir faire du point à point avec lui, vraiment lui montrer votre code. Si vous avez des difficultés, vous n'hésitez pas à demander, est-ce qu'on peut faire une visio où vous partagez votre écran, il regarde votre code, il vous dit d'où ça vient, etc. Donc on va faire ça comme ça. Nils, je réponds à ta question du coup, mais du coup dans ce cas, par exemple avec le temps en plus ça prendrait, ça ne vaudrait plus le coup du tout d'utiliser le disque, non. Oui, parce qu'on est aussi aux limites du temps qu'on peut faire. On est aux limites du temps qu'on peut faire. Mais si tu veux un temps de 2 à l'exposant 30 ou 2 à l'exposant 40, c'est-à-dire ça, on est sur quoi? On est sur des millions de millions. Moi, quand je fais des expériences en vrai, sur des algorithmes quadratiques, en général, j'arrive à traiter des instances avec 1 million, mais il faut que j'attende 2 semaines. Donc, si tu veux, en niveau temps de calcul, avec 2 à l'exposant 40, on serait probablement sur peut-être quand même temps de calcul raisonnable, 2 semaines, peut-être 2 semaines de calcul. Ok, 2 semaines de calcul. Le problème, c'est que si on se prend le facteur 10 ou 100 du disque, eh ben on passe à 20 semaines ou à 200 semaines, c'est-à-dire 4 ans. Donc c'est quelque part, ça reste humain, c'est faisable à l'échelle d'une vie, mais bon, il faut que dans 4 ans, le résultat du calcul nous intéresse encore. Donc oui, c'est quand même, on est vraiment aux limites. Là, il me semble que la limite en espace, elle est encore plus poignante que la limite en temps, mais on frise un peu là, on est un peu entre les deux. Pour un étudiant qui serait passé à côté de son examen sur les flots, demande Anthony, est-ce que ça vaut la peine de rattraper ou on n'en aura plus jamais en examen? Bien sûr, ça vaut la peine de rattraper. Bien sûr qu'il va y avoir un examen. Et même, c'est pire que ça. Je pense qu'il y aura encore peut-être quelques questions sur les flots et sur les coupes mines pour le deuxième contrôle continu. Donc non, n'abandonnez pas l'idée de vous mettre à jour. Il faut absolument que vous vous mettiez à jour pour l'examen final. Là, il y aura tout le programme de l'UE. Et même pour le deuxième CC qu'on va faire, il y aura peut-être une ou deux questions quand même encore sur les flots. D'ailleurs, c'était une question que je voulais vous poser. J'ai l'impression que vous êtes un peu tous là. Non, c'est pas possible de voir les réponses, Vincent. Je garde les réponses. Je vous fais juste une correction générique pour tout le monde, mais je veux garder ma base de questions-réponses pour qu'elle soit vaguement surprenante pour vos camarades des années d'après. Il y a une chose que je sais, ce que j'ai oublié de vous demander. Je vais arrêter l'enregistrement. Tac.